Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice, le dernier débrief de la saison pour cette 38e journée. Une victoire pour l'OGC Nice, 3-1, un beau spectacle pour les spectateurs de l'Alliance Riviera hier soir, samedi soir pour cette DER de la saison. Victoire 3-1, nous le disions, des buts de la bordée de Mofi, notamment un magnifique CSC digne du foot en folie également, qui a permis l'ouverture de score des Niçois. Bref, une belle soirée pour conclure une saison malgré tout morose, terminée à la 9e place. Voilà, un nouvel échec dans le projet Ineos. Alors, nous n'allons peut-être pas tout de suite faire notre bilan, puisque nous avons prévu notre émission, grande émission libre antenne en direct mercredi. Pour le faire, je vous le rappelle, et vous êtes évidemment les bienvenus. Mais on va parler de ce match face à Lyon, et on va parler aussi de l'actualité brûlante de l'OGC Nice, puisque l'information est tombée ce matin. Didier Digard ne sera pas l'entraîneur, ne sera pas sur le banc de l'OGC Nice, en tout cas pas comme entraîneur principal la saison prochaine. On n'a évidemment pas encore le nom du successeur, en tout cas rien à vous annoncer malheureusement. Ce sera peut-être l'occasion de dire quelques mots sur l'intérim de notre ancien capitaine. Bref, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis dans l'analyse de cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, ça va bien. Un bon week-end. On a eu deux bons week-ends pour finir la saison, donc ça fait plaisir de finir la saison comme ça, même si c'était compliqué. Au moins, on reste sur un bon souvenir, on va dire. On a survécu à cette saison et je pense que ça fait un peu nous des héros quand même. Blague à part, il y a Matt également avec nous pour parler de cette rencontre face à Lyon et de la fin de l'aventure de Didier Digard. Salut Matt, comment vas-tu ? Salut les gars, salut tout le monde, ça va très très bien. La série OGC Nice est quand même l'une des séries les plus haletantes à suivre. Et en plus, cette saison finit bien, comme dit Jérémy. J'ai rarement eu autant envie de commencer la saison suivante. Donc content, même si c'était dur, même si c'était difficile, c'est vrai qu'ils ont su nous donner le sourire sur la fin. Oui, au moins une belle soirée. On a pris du plaisir au stade. Le stade en plus relativement plein quand même, probablement pas loin de 25 000 spectateurs malgré les abonnés encore absents. Peut-être qu'on dira quelques mots aussi sur les deux COP et la Populaire Sud en masse évidemment qui était absente et en tout cas en deuxième période surtout qui a fait une grève des chants. On verra si on a le temps de discuter de ça. Mais forcément c'est symptomatique aussi de la relation avec le club, entre le club et ses supporters qui est aujourd'hui quand même assez abîmé pour toutes les raisons que vous connaissez si vous écoutez cette émission et que vous aussi vous êtes supporter ou supportrice de l'OGC Nice. Mais avant de se projeter sur le futur et de parler de tout ça, on parlera aussi de Didier Digard comme je vous le disais en préambule. Nous allons parler de cette rencontre face à Lyon, 3-1, un match qui s'est joué en première période, 3 buts de l'OGC Nice pendant les 33 premières minutes, la réduction de l'écart de Jeffinho un peu avant la période et en deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Le match a un peu ronronné. Kasper Schmeichel a fait le taf aussi pour garder le bateau OGC Nice à flot. Mais voilà, une saison qui s'est terminée un peu en queue de poisson, malgré, encore une fois, le plaisir de cette victoire. Messieurs, une composition d'équipe, je vais pas revenir là-dessus, mais qui a été quand même largement orchestrée, ou en tout cas décidée aussi par les blessés. Peut-être la petite, on va pas dire nouveauté, mais ce qui était inattendu au coup d'envoi et qui a été changé certes à la mi-temps, mais quand même, c'était le retour de la défense à 3 avec notamment du coup Mendy associé à Dante et à Rosario. Donc en plus de ça, une défense à 3 relativement expérimentale. Mais c'est un système de jeu que Didier Digard avait initié lors du début de son intérim, qu'on a vu, revu, qui a disparu, qui est revenu. Sur la première période, il a donné entièrement satisfaction. Il a permis à Lotomba et à Barre de se projeter un peu plus haut, peut-être d'apporter un surnombre aussi au milieu de terrain composé de Boudaoui et de Beka, et puis globalement de libérer également un Sofiane Diop qui a été, je pense, le chef d'orchestre hier, même si on en parlera parce que j'en discutais avec quelques-uns d'entre vous sur Twitter. La performance de Sofiane Diop n'a pas été analysée de la même façon par tout le monde. Mais commençons par le commencement et par ce système de jeu, messieurs, dans un match de fin de saison où au final, il n'y a plus d'enjeu ni collectif, on a parlé du classement, ni vraiment individuel, puisque voilà, Didier Digard s'en va, la plupart des joueurs aussi concernés sur le terrain ont leur avenir qui est déjà fixé, que ce soit à Nice ou ailleurs. Pourquoi ressortir de derrière les fagots ce système à 3 défenseurs ? Est-ce que vous pensez que c'était approprié face à l'adversaire du jour ? En tout cas, ça a fonctionné, il faut le reconnaître. Mais quelle est la logique selon vous derrière ça ? Est-ce que c'est parce que l'absence de Jean-Claire Todibo a poussé Didier Digard à faire ce choix-là également ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, comme beaucoup, je pense, j'ai un peu râlé sur Digard quand j'ai vu la compo.
franchement, on a l'impression qu'on peut jamais être vraiment heureux quand il sort des compos. Je veux dire, finir sur barre piston, c'est quand même une petite souffrance quand même. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, effectivement, avec cet Olympique Lyonnais qui a quand même énormément de talent, qui repique dans l'axe et qui souvent trouve la solution de manière axiale, je me suis dit que peut-être qu'en l'absence effectivement de Todibo, il voulait blinder l'axe avec cette défense à 3 et avec on va dire cette belle surprise. Ça quand même, je trouve que c'était dans les points positifs. BK au milieu de terrain, voir un peu comment il pouvait jouer avec euh, avec Boudaoui, sachant qu'ils ont pas mal tenu la baraque à plat par moment avec un Diop un peu plus libre. Donc au final, j'irai mea culpa pour ma critique parce qu'au final elle m'a convaincu, moi, cette compo de Digard. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai un peu le même avis. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai lu la composition, quand on l'a lu ensemble, ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'on partait sur une défense à 4 avec Lotomba, Mendy sur les ailes. Puis après, j'ai vu Barre plus loin. Donc je me suis dit, bon, Pitié, pas c'est plutôt une barillet défense gauche à quand 3. même. Je me suis dit, ça serait très expérimental. Mais non, là, c'est vrai que justement, on n'est pas sûr sur cette défense à 3. Je pense que c'était pour sécuriser un petit peu vraiment le secteur défensif au vu du talent lyonnais comme le dit Matt et surtout pour en l'absence de Todibo de sécuriser vraiment le secteur défensif. Après voilà, on est repassé à 4 en seconde mi-temps et c'est vrai que Rosario et Dante ont vraiment fait un super match, donc et Schmeichel aussi ont fait un super match, donc du coup ça a compensé. Mais sur le schéma de jeu, alors sur la compo en elle-même et les joueurs, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix possibles de toute façon au vu du banc que l'on avait hier. En fait, le banc c'était notre équipe de réserve, hein, la Nationale 3, donc il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres choix. Donc non, ça m'a pas forcément, la compo m'a pas forcément surprise. Déjà, le choix des hommes ne m'a pas surpris. Je pensais plus qu'on partait, bien sûr, au début sur une défense à 4, mais après, bon, le choix a été fait en plus, il s'est avéré quand même plutôt payant en première mi-temps où on a quand même subi pas mal d'occasions, c'est vrai, mais on a quand même été très efficace surtout devant et justement on a vu un très bon Sofiane Diop, un très bon milieu de terrain. Donc non, les choix se sont avérés quand même payants hier de la part de Didier Digard. Alors parlons-en, du coup, vous le disiez, hein, ce banc National 3, Bulka, Dacour, Trinqueur, Amraoui, Belayan, Buonani qui est le premier à être rentré au moment du changement de système à la place de Mendy, justement. Bon, c'est aussi les blessures, hein, et on va commencer par en parler, Matt, peut-être, parce que tu l'évoquais hors antenne. Tu termines quand même la saison avec un effectif qui est sur les rotules, hein, du coup, avec objet de n'emmener du coup que 17 joueurs, si je compte bien. Et puis voilà, le seul Marcin Bulka n'est pas rentré en jeu, hein, décidément. Lui, il va payer, il aura payé une saison où malheureusement il n'aura jamais été vraiment conforté jusqu'au bout. Euh, mais voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, moi, ma réponse toute faite, c'est l'ADN du club, forcément, mais au-delà de la blague, c'est quand même aussi assez préoccupant. Heureusement, d'un côté, que ce match-là n'était pas décisif. Bon, peut-être qu'on l'aurait gagné de la même façon, mais tu te dis que très clairement, l'OGC Nice n'était peut-être pas prêt à vivre une saison avec autant de matchs, il est vrai, avec ce parcours européen. Ouais, les saisons se suivent, les staffs se succèdent et c'est toujours le même constat. On est le FC Infirmerie. C'est terrible, mais ça s'arrête jamais, ça s'empile jusque dans les derniers jours de la saison. Et quand c'est pas les blessures, c'est les maladies pour Barclay. Franchement, après, pour un dernier match de la saison, je pense qu'on avait tous le sentiment que c'était de la pré-saison. Et donc de voir un peu les jeunes intégrés au groupe, au final, c'est une bonne nouvelle, on prend. Petit bémol quand même sur la gestion des remplaçants à la Digard, de Digard à la Favre. Petite dédicace à son ancien head coach, mais c'est vrai que bon, le changement à 30 secondes du coup de sifflet final, ouais, c'était un peu moche. Mais après, c'est vrai que ouais, je pense que ça va être un des gros sujets de la saison prochaine, de trouver un staff technique qui est capable d'encadrer physiquement ses joueurs et de les gérer, parce que c'est aussi un des gros facteurs de pourquoi la saison finit en demi-teinte. On n'a pas nos joueurs clés dans les moments clés. Et ça fait trop d'années que ça dure. Déjà l'année 2017, on finit troisième, on perd sur couplet à Cyprien, ça fusille la fin de saison. Là, on a ni Lotomba ni Diop dans les échéances européennes, et c'est quand même parmi les joueurs qui ont le plus brillé sur le terrain, Notamment sous hier Digard. soir. Ouais, on en parlera un peu.
Mais donc ouais, personnellement assez préoccupé par ces avalanches de blessures. Et je suis même pas sûr que ce soit une méthode de recrutement qui soit en cause, puisqu'on voit Youssouf, qui est quand même un sacré titan, arrive et est déjà blessé. Donc ouais, plutôt préoccupé moi à ce niveau-là. Un axe d'amélioration pour les prochaines semaines, on l'espère, dans la gestion du coup de la pré-saison aussi, de cette préparation qui va très rapidement arriver le mois prochain, début juillet, lors de la reprise de l'entraînement et le traditionnel stage d'avant-saison. Et puis malgré tout, peut-être aussi certains profils à éviter lors du mercato. On pense notamment sur les postes de latéraux. On va avoir besoin en priorité de se renforcer. On parlait on parlait de joueurs clés qui a pu nous manquer lors de cette saison, et notamment au printemps quand un peu tout s'est joué. Naturellement, nos pensées se dirigent peut-être en premier vers Sofiane Diop. On va parler un peu de son match d'hier. Donc, première partie où il joue un peu dans on va dire davantage avancé, quasiment dans un rôle de numéro 10, ou en tout cas d'électron libre entre le milieu de terrain et l'attaque, assez haut sur le terrain. Et à la faveur du changement de système, où du coup on passe à 4, peut-être qu'il se rapproche un peu du cœur du jeu. On a voulu le voir ces dernières semaines, et où on sait qu'il a probablement un avenir chez nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux versions de Sofiane Diop? Est-ce que pour vous, ce qu'on a vu hier soir et plus largement sur la fin de saison, depuis qu'il est revenu dans le 11 titulaire, c'est ce qu'on attendait de Sofiane Diop au moment de son recrutement, et ce sont des signaux positifs pour la saison à venir? Enfin, il a confirmé avec son retour de blessure, notamment le match contre Montpellier et hier soir, que justement son absence nous a été vraiment préjudiciable, notamment en Coupe d'Europe. C'est notre leader technique. Et je trouve que moi, hier soir, bon, en seconde mi-temps, il a un peu baissé le pied, mais il a quand même fait une très bonne seconde mi-temps. En première mi-temps, par contre, il était vraiment, pour moi, il a fait un super match. Il faisait ce qu'il voulait. Techniquement, il a vraiment perdu peu de ballons ou pas, je sais pas, mais il en a vraiment pas perdu beaucoup. Et il était vraiment, c'est vraiment le créateur dans l'équipe, ce créateur qui nous a tellement manqué de fois dans la saison. On avait des possessions qui étaient beaucoup trop statiques, ou alors on utilisait trop de longs ballons. Justement, quand il est là, on voit que, notamment au cœur du jeu, enfin Digard a eu la bonne idée justement de le replacer au cœur du jeu. Il est vraiment très très bon. Et c'est vraiment, j'espère que l'année prochaine on pourra, je pense qu'il va rester, mais j'espère qu'il sera épargné par les blessures, pas comme cette année, parce que je pense que c'est vraiment lui notre leader technique, tout simplement. C'est lui qui fait des différences, c'est lui qui porte le jeu vers l'avant. Sur les buts hier, il est quand même décisif. À chaque fois, c'est des ensembles de petits détails qui font que justement on arrive à être plus efficace et plus dangereux pour l'adversaire. Et quand même, depuis qu'il est là, les 2 titularisations, on a quand même mis 6 buts en 2 matchs. Je pense qu'il n'est pas étranger à ces stats-là. Donc franchement, non, je suis très content qu'il ait pu finir la saison sur ces 2 bons matchs-là, de titularisation-là, pardon. On l'a dit hier soir en plus, qu'il a fait justement un très bon match avec Mofi Laborde devant. Les 3 combinaient bien, se trouvaient, donc c'était quand même agréable à voir. Donc j'espère qu'on pourra repartir sur ce trio offensif, qui je l'espère sera quand même aussi bien aidé l'année prochaine par d'autres recrues, mais justement on sait qu'on a ce trio offensif là sur lequel on peut compter, et j'espère quand même revoir Diop au cœur du jeu, parce que comme on le pressentait, c'est quand même là où il est le meilleur et où son aspect créatif est visible en tout cas. C'est une des satisfactions de cette fin de saison, le volet offensif, souvent décrié dans l'année, mais là on sent que Diop, Laborde, Mofi, ça commence à savoir jouer ensemble, et c'est normal, du coup, entre l'un qui n'est arrivé qu'au mercato d'hiver, l'autre qui est resté blessé au moment charnière de la saison. Ça a été compliqué pour eux d'apprendre à jouer ensemble, mais ça fait très clairement envie pour la saison prochaine, sachant que les 3 devraient logiquement rester, en tout cas, sauf grosse surprise. Il n'y a pas trop de surprises sur leur avenir à l'OGC Nice. Matt, sur Sofiane Diop, on sait que c'est un joueur qui est peut-être un peu clivant, mais comme tous les joueurs offensifs qui provoquent. Alors bien sûr, ce n'est pas Alan Saint-Maximin, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, il l'essaye, et on sent qu'il fluidifie le jeu. Bien sûr, des fois, il y a des ratés, bien sûr que des fois, il y a des matchs où il pèse moins sur le jeu collectif de l'OGC Nice. Si on rappelle, c'est un jeune joueur avec une marge de progression intéressante, mais si on doit faire un peu le bilan de la saison de Sofiane Diop, on se souvient qu'en début d'année, sous Lucien Favre, où c'était extrêmement difficile offensivement, c'était lui qui mettait un peu d'huile dans les rouages.
il y a eu une bonne période sans lui également sous Didier Digard, mais là depuis qu'il est revenu, on sent comme le disait Jérémy que l'attaque niçoise est repartie aussi dans une forme et une embellie qu'on n'avait pas connue depuis plusieurs mois. Est-ce qu'en fait, au final, ce n'est pas un jeune joueur plein de talent qui va apporter un peu de liant et un peu de vivacité à cette attaque-là et qu'il faut, dans la construction et dans l'évolution de l'OGC Nice, accepter que ça ne sera pas forcément Zidane non plus à chaque match. Ouais, on a un peu tous la même analyse. Jérémy a été très complet. Il a dit les termes. Ça doit être le dépositaire du jeu de l'OGC Nice. On l'a vu quand il est là. Collectivement, c'est quand même autre chose. Certes, on a performé en son absence, mais dans le jeu, c'était quand même beaucoup plus laborieux. C'est un numéro 10 en fait. C'est un vrai numéro 10, un meneur de jeu et même si effectivement il peut être frustrant parce qu'il a un manque d'efficacité, faut pas oublier que en début d'année il est arrivé dans un nouveau club avec des nouveaux coéquipiers dans un contexte assez, je pense assez compliqué pour à peu près tout le monde et que là il revient de blessure. Donc je peux comprendre qu'il en frustre certains par moments par des manques de lucidité, par cette touche de balle en trop. Mais quand on met le ballon dans ses pieds, il est capable de conserver le ballon, il est vraiment capable d'embellir ce qu'on lui donne. Et c'est vital si demain on veut être une équipe qui performe, une équipe qui a un jeu offensif alléchant. Et si on veut nourrir de ballons Laborde et Mofi, d'avoir des joueurs comme lui au milieu de terrain qui soient capables de distiller. Et on sait qu'avec ce genre de joueur, il y a toujours du déchet parce qu'il y a de la prise de risque, mais en même temps, c'est ce qu'on dit depuis des années à Nice. On n'a pas ce genre de joueur. Tu as cité Saint-Maximin, mais en fait, depuis Saint-Maximin, ça a été qui nos joueurs de 1 contre 1, nos joueurs de provocation? On a eu un peu Kluivert. Un peu Adamounas, mais sans non plus forcément plus de réussite que ça. C'est ça, là, on sent qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant et de solide. Moi, c'est un joueur qui m'excite et c'est pour ce genre de joueur que je regarde aussi du foot. Il a écœuré le milieu de terrain lyonnais alors qu'il y avait un arbitrage qui était pas propice à son jeu hier. Vatelier, il aime bien quand même quand ça va au duel, quand ça se marche dessus. C'est pas forcément idéal pour Diop et pourtant, combien de fois est-ce qu'il a obtenu la faute? Combien de fois est-ce que les mecs s'y mettaient à deux puis finissaient par abdiquer parce que il est techniquement très au-dessus du lot. Donc moi, je suis très excité de l'avoir, j'espère, en pleine forme l'année prochaine. Un autre joueur qui a connu des blessures, on va peut-être être un peu plus court, puisqu'on a déjà dit beaucoup de belles choses sur lui lors de l'année 2023, mais encore une belle performance hier soir. C'est Jordan Lotomba, du coup, qui fait un très bon match, et notamment offensivement. On a vu même du dépassement de fonction, cette incursion dans la surface où il demande à être servi. Alors, je sais que en disant ça, tout le monde pense à la même chose. Ah, si on avait eu Jordan Lotomba contre le FC Bâle au retour, l'histoire aurait été différente. Mais sans revenir exactement à ce match-là, même si forcément il a compté et il compte énormément dans notre analyse de la saison de l'OGC Nice. Jordan Lotomba, c'est un joueur sur lequel ces dernières années, pas grand monde ne misait, c'est un peu le joueur 5-6 sur 10 toute la saison, bon, ce qui est déjà pas mal en soi, mais qui faisait jamais vraiment de masterclass, on va dire, ou peut-être un match dans l'année. Ça n'avait pas très très bien commencé pour lui en fin d'année 2022, mais vous pourrez me rétorquer que ça n'avait pas très bien commencé pour le gym globalement. Et c'est peut-être lui qui a le plus bénéficié, par contre, de l'arrivée de Didier Digard, et certes de la blessure de Youssef Attal, d'une des nombreuses blessures de Youssef Attal, mais il s'est installé vraiment comme un titulaire et la saison prochaine, bien sûr, il faudra réfléchir peut-être à recruter un autre latéral droit, et puis entre les blessures de Youssef Attal et le niveau du petit Mendy qu'on peut peut-être juger insuffisant pour certains. Mais en tout cas, si demain on vous dit qu'on confie les clés du camion et du couloir à Jordan Lotomba, sportivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être juste cette petite incertitude. Comme on le disait tout à l'heure, Matt, encore au niveau physique, est-ce qu'il est vraiment capable de jouer 40 matchs dans l'année ? C'est un peu l'inconnu, mais en tout cas sportivement, il a peut-être enfin montré pourquoi on avait placé autant d'argent à l'époque et d'espoir en lui. Sportivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a aucun problème. Après, au niveau des blessures, justement, que ce soit Lotomba ou même tout à l'heure, on parlait de Youssouf, il faut pas oublier que tous les deux, ce sont des blessures, enfin, ce sont des gros coups qu'ils ont pris contre Tiraspol. Je crois à la cheville pour Lotomba et pour Youssouf, c'est le genou, où c'est pas vraiment des blessures musculaires, c'est plus des gros coups
qu'ils ont pris, donc ils ont eu du mal à revenir. Après les entorses, c'est compliqué. Donc je pense que même physiquement, il a quand même montré depuis qu'il est à Nice, il s'est quand même blessé rarement, il me semble. Dites-moi si je dis une Cette erreur, mais saison moins, il en a tout pas cas, semblé. que les Ouais, précédentes, voilà. où il y avait quand même Mm. petite tendance à manquer toujours 5 ou 10 matchs dans la saison. Ah quand même, ok, je me rappelle plus très bien. Mais bon, du coup, enfin, pour moi, il y a une vraie progression sportive, en tout cas cette année, on l'a vu, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que il a eu vraiment ce petit déblocage qui fait qu'il joue beaucoup plus à l'instinct, il se pose pas de questions et les qualités, il les a, que ce soit technique, même on voit que mentalement, c'est un joueur qui lâche pas aussi. J'aime beaucoup son caractère. Donc c'est vraiment un joueur que j'espère revoir l'année prochaine chez nous. Et justement, moi, si on dit qu'on part l'année prochaine avec Lotomba titulaire, bon, à droite ou à gauche, hein, ça c'est aussi une qualité qu'il a, c'est cette polyvalence. Moi, ça me va tout à fait, en tout cas. C'est plutôt à gauche que voilà, il faudra peut-être recruter, mais en tout cas à droite, je trouve que Lotomba fait vraiment le travail. Et c'est vraiment une des réussites, en tout cas aussi une des quand même des nombreuses réussites de l'intérim de Didier Digard sur cette seconde partie de saison. Ouais, totalement d'accord. Moi, je trouve qu'il a complètement changé de statut. En fait, même dans le vestiaire, on a l'impression que c'est plus un jeune joueur. Ça y est, c'est un joueur confirmé. Et même au sein de l'équipe, j'ai l'impression que les joueurs lui font confiance dans les situations chaudes. Ça lui lâche la balle et vas-y, prends-toi pour Cafou, fais de la magie. Donc ouais, non, franchement, Lotomba cette année, ça y est, il a passé le cap. Et ouais, il a fait plaisir. On va pas continuer peut-être sur les satisfactions. Alors une qui est étonnante, on va dire, mais Jérémy a bien insisté pour en parler, et puis ça nous permettra aussi de saluer notre ami Pancho, le visionnaire, hein, qui nous avait prédit un grand destin pour ce joueur en défense centrale. Bon, j'exagère à peine, mais Pablo Rosario, pour qui peut-être dans le 11, c'est le joueur sur qui l'avenir pose le plus de questions. On sait qu'il a quand même été un membre important du 11 de l'OGC Nice ces deux dernières saisons, hein, même s'il n'a jamais vraiment fait l'unanimité. Il a été baladé à plusieurs postes. Il a eu des phases aussi extrêmement positives, notamment la première partie de saison sous Christophe Galtier. Là, on le retrouve dans une défense à 3 en tant que défenseur central, et très clairement, je me demande si c'est pas le meilleur match de la saison de Pablo Rosario. Peut-être, est-ce que j'exagère, vous allez me le dire, mais en tout cas, il a vraiment été impassable, hein, tout simplement, un vrai mur. Alors, naturellement, les projections et les relances, c'est toujours pas sa qualité première, mais en tout cas, en termes de défense au duel, il a été, je trouve, en tout cas, relativement peu dépassé, assez propre dans ses interventions, ce qui est peut-être parfois surprenant, mais comme on le disait, c'est aussi un arbitre qui laissait volontiers un jeu musclé, donc plutôt favorable à Pablo. Les jeux sont peut-être pas encore faits pour son avenir à Nice quand on voit ce genre de performance. Alors bien sûr, c'est un des gros salaires de l'effectif, donc il va falloir se demander si ça vaut le coup de le maintenir, sachant qu'on peut peut-être avoir un joueur un peu plus fiable, ou en tout cas avec une plus grosse marge de progression à un salaire moindre. Mais quand on voit une performance comme hier soir, on se dit qu'il ne fait pas non plus de tâches dans notre effectif, et il a quand même rendu bien des services dans cette saison, même si encore une fois, il y a eu des matchs où on avait vraiment plus envie de voir sa gueule. Ouais, non, mais c'est en fait, je voulais parler de Pablo Rosario quand même parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on a critiqué et que j'ai aussi critiqué quelques fois, notamment son entrée face au FC Bâle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué en défense centrale, pour moi, il a vraiment fait le travail. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Pancho sur cette question-là. Je trouve vraiment qu'en défense, hier, il a encore prouvé, il a fait vraiment un très bon match. Il a été très bon dans les duels et j'ai l'impression que vraiment, quand il a ce poste-là, il est beaucoup plus à l'aise qu'au milieu de terrain. Bon, après, en 6, il a été plus ou moins bon. Enfin, ça dépendait des matchs, même si c'est vrai que cette saison, c'était quand même moins bon. Mais je trouve vraiment qu'à chaque fois en défense centrale, je me rappelle aussi du match contre le Partizan Belgrade à domicile, où on s'était dit, bon, comment on va faire sans Todibo? Et en fait, bah, c'est Rosario qui avait joué à côté de Dante, et ça s'était très bien passé. Il avait fait, à chaque fois, en fait, il fait des matchs propres en défense. Il fait pas d'erreurs. Au duel, il est bon, il anticipe bien. Donc voilà, moi je trouve qu'en défense, ça se passe bien à chaque fois. Et il faut quand même dire aussi quand voilà, justement, il fait des très bons matchs. Je parlerai de Schmeichel aussi après. Mais voilà, des fois, moi-même, j'ai été critique avec certains joueurs sur certains matchs. Mais ça me tient quand même à cœur de dire aussi quand ils font de très bonnes prestations comme Rosario en a fait hier soir. Matt, très clairement, je pense que toutes les possibilités sont sur la table pour l'avenir de Pablo Rosario. Alors, je ne suis pas dans la tête de Florent Ghisolfi, malheureusement, pour ce mercato estival, mais
voilà, Rosario a rendu des services, mine de rien. Il a cette polyvalence pour lui. On ne sait pas si on va vraiment pouvoir faire une lessive de l'effectif avec 10 départs, 10 arrivées. Donc, selon toi, et je te demande peut-être davantage ton avis qu'un pronostic, hein, selon toi, est-ce qu'on doit compter encore une saison sur Pablo Rosario, tout en connaissant certes ses limites, mais aussi ce qu'il peut apporter dans un vestiaire et dans un effectif plus largement? Bah écoute, d'emblée, je vais te répondre oui. Et j'ai beaucoup changé d'avis là sur l'intérim de Digard à son sujet. Parce que j'ai l'impression que Digard l'avait fait jouer un peu plus que nécessaire pour le montrer et justement pour aider Ghisolfi à peut-être s'en débarrasser cet été. Et, euh, et je veux dire, enfin, on a vu des trucs lunaires, hein. On a vu des Rosario latéral droit, piston droit, on a vécu des choses horribles. Mais au final, ça reste un joueur de club, alors un peu cher, vraisemblablement au niveau du salaire pour un joueur de club. Mais ça y est, c'est quelqu'un qui est installé. Il a déjà fini sa 2e saison chez nous. Il connaît, euh, il connaît les meubles et peu importe où on va l'appeler, j'ai pas l'impression que ce soit le genre de joueur à faire des caprices. Il va toujours répondre présent aux défis et ça peut être le dernier pour lâcher des tacles de criminels en pleine surface sur Cherki. J'ai transpiré comme rarement là sur ce tag. Il est fou complet, hein. Il est allumé complet. Mais il faut des joueurs comme ça. On veut des couilles dans cet effectif. C'est un joueur qui en a. Alors oui, avec ses pieds, c'est pas le plus beau à voir jouer, mais c'est un joueur de devoir et je vois pas pourquoi Ghisolfi, après ce qu'il a fait à Lens, euh, trouverait pertinent de se débarrasser d'un joueur comme ça alors qu'il y a tellement d'autres sujets à traiter sur le mercato. Donc pour moi, repartir avec Rosario, c'est un oui. Ouais, ça ne choquerait en tout cas peut-être pas grand monde, si bien sûr il reste dans ce rôle-là et qu'on ne le voit pas titulaire au milieu de terrain. Ça dépendra peut-être des départs. On sait que le milieu de terrain, beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs sont concernés par un départ potentiel. Je pense en premier lieu à Hicham Boudaoui, hein, qui était là et qui a été étincelant. Je veux dire, ce centre hein, sur le but de Mofi, je suis désolé, mais Ah, il est quand même magnifique, hein. Enfin, ça, c'est vraiment un régal pour les yeux. Il a été encore une fois au-dessus de toute façon au milieu de terrain au milieu de terrain de l'OGC Nice. On sait qu'il a des touches notamment du côté de l'Allemagne où on le regarde avec des yeux doux. On verra quelle offre arrive sur le bureau de Florent Ghisolfi et quelle suite on y donnera. Mais voilà, c'est vrai qu'entre BK, peut-être l'avenir plus incertain, mais selon si Kefren Turam reste ou pas, combien de temps remplit le Aaron Ramsey. Il y a peut-être pas trop de place non plus au milieu de terrain. On peut aussi penser à Alexis Claude Maurice, à Calvin Stengs, même si c'est forcément des profils plus offensifs. Je voudrais aborder peut-être une dernière page. Alors, pour moi, hein, pour le programme que je m'étais établi. Après, je sais très bien que vous avez des choses dont vous voulez parler. Jérémy, on parlera de Casper Schmeichel juste après. Hein, sinon, notre ami et confrère Alric va nous engueuler après en écoutant cette émission. Parlons de Dante. Je sais que ça te fait plaisir, en plus à titre personnel, mais un super match malgré les tresses. Hein, du coup, changement capillaire qui n'a pas affecté ses performances sportives. Il conclut une saison de haute volée. Alors bien sûr, ça n'a pas toujours été un match parfait. Mais à bientôt 40 ans, 6e saison à l'OGC Nice, une saison extrêmement éprouvante, que ce soit dans le vestiaire, en termes d'extra sportifs, également pas plus tard qu'il y a quelques semaines aussi avec sa sortie médiatique, énormément de matchs avec ce parcours européen. Et ben Dante est là au soir de la 38e journée, il n'a pas manqué beaucoup de rencontres et puis toujours avec un niveau de performance très très élevé. On est très content qu'il ait prolongé d'un an. Et comme le disait notre ami Alex de Castro hein, sur son compte Twitter, on a toujours l'impression que ça va être la saison de trop. Et en fait, chaque saison, il nous fait mentir et chaque saison, Dante se bonifie. Un peu comme le bon vin. On est très content qu'il reste au club, reste à voir dans quel rôle ce sera. Mais là, très clairement, il prétend une place de titulaire encore la saison prochaine. Ouais, hier soir, quel match de sa part. Je trouve qu'il a très bien fini la saison. Et enfin, hier soir, comme on s'est dit, il était en mission parce que c'est vrai il s'est même permis un petit pont, je crois, en fin de match sur Le Penant, il me semble. C'était sympa. Mais non, il a fait un super match. Je pense qu'on a tous aussi en tête le tacle qu'il fait à un moment donné sur Cherki en fin de seconde mi-temps, il me semble, où il fait vraiment un tacle magnifique. Non, il a fait un vraiment super match et une très bonne saison encore une fois. Donc non, je repars bien volontiers justement avec le commandant T une saison de plus, hein, parce que vraiment
il est toujours là, voilà, comme tu l'as rappelé à son âge, comme on l'a rappelé tant de fois, hein, il se blesse jamais. Les quelques matchs qu'il a loupés, je crois qu'il en a loupé 2 ou 3 peut-être, je sais pas. C'était pour suspension, mais franchement, très belle saison et on a besoin de lui encore, que ce soit sur le terrain et en dehors. C'est trop important qu'il soit encore là. Donc, je crois qu'il a fini troisième au Trophée d'Aiglon la saison. J'aurais peut-être vu deuxième moi, mais mais c'est parce que je suis pas très Pas très objectif sur le très sujet, on le voilà, sait. c'est pas ses objectifs. Mais non, franchement, très belle saison de sa part et c'est très bien qu'il reste encore au moins une saison de plus avec nous. Ça fait plaisir en tout cas de voir un joueur prendre toujours autant de plaisir sur le terrain sous nos couleurs et répondre présent, surtout avec le brassard de capitaine, même s'il faudra peut-être se poser cette question-là aussi et de préparer l'avenir au niveau du capitanat, mais on n'y est pas encore. Matt, quelques mots peut-être sur Dante, après je te laisse la parole sur le sujet qu'on n'aurait pas encore évoqué sur cette rencontre ou plus globalement le club cette semaine, avant naturellement de se tourner vers la grosse nouvelle du jour qui est le départ de Didier Digard. Bah, il est inoxydable, hein, Dante. En plus, là, on arrive dans des températures brésiliennes qui lui ressemblent un peu plus, donc je pense il s'épanouit. C'est incroyable. Tous les ans, début de saison, comme un diesel. Ah, est-ce que c'est l'année de trop? Au cœur de l'hiver, les coups de froid et perte de lucidité. Et puis en fin de saison, il nous fait fermer notre bouche. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'on a recruté, enfin, il y a 4 ans, on recrutait Stanley Nsoki pour le remplacer. Le gars est toujours là, il tient la baraque. C'est incroyable. Et s'il se met à être en conférence de presse d'après-match un peu plus comme il a été il y a quelques semaines, ouais, je re-signe volontiers un an de plus avec Dante. Et peut-être aller finir sur vraiment décrocher quelque chose. Parce que les 2 dernières saisons ont eu un petit goût amer. Je sais que son statut de légende dans le club divise sur Twitter. Légende pour certains, pas légende pour d'autres. Ce serait bien qu'il ferme ce débat l'année prochaine. En tout cas, ce serait à notre plus grand bonheur à tous, je pense. Du coup, par rapport au quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, après on peut passer la parole à Jérémy sur Casper Schmeichel, mais tant que tu tiens le micro. Bah, il parlait de sa place de numéro 2 à l'aiglon de la saison. Je crois que le numéro 2 était Laborde, Hmm. le cœur et les couilles de cette équipe, encore une fois. Encore buteur. Putain, c'est fou. Il a fait un ménage au milieu de terrain là, entre les Lyonnais, c'est incroyable. Il est rentré dedans. Je sais plus quel Lyonnais rentre un peu méchamment dans Boudaoui ou Diop, je sais plus. Il allait le chercher le long de la ligne de touche, il lui en collé une. Putain, j'adore ce mec. Je, je suis, mais c'est idolo. Je pense que c'est effectivement Idolo. un des rares aiglons qui ont fait l'unanimité cette saison. On est très content de l'avoir. Et pourtant, c'était pas gagné quand on connaît le contexte de son arrivée, un peu poubellisé par Rennes, dans cet échange avec Amine Gouiri, qui était quand même le chouchou du public dans les saisons précédentes. Mais bon, Gaëtan Laborde a réussi quand même, je pense, à convaincre tout le monde, malgré encore une fois un début de saison aussi qui a été un peu compliqué, avec sa fameuse malédiction des poteaux. Jérémy, sur Casper Schmeichel, puisqu'on parle de joueurs qui ne font pas l'unanimité non plus nécessairement. Casper Schmeichel, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été vécu à l'intérieur du club, son attitude, son comportement, tout ça. Restons peut-être pour une fois sur le terrain. Hier, Casper Schmeichel, on a vécu le match ensemble. On commençait un peu à plaisanter en disant super, tout le monde va dire qu'il a fait un bon match parce qu'on lui a encore envoyé des frappes dessus. Alors, c'était peut-être vrai au début de la rencontre, mais au fur et à mesure, quand même, il allait aussi chercher des arrêts importants. Il a permis à l'OGC Nice de rester devant dans le match et de ne pas s'offrir une fin de rencontre anxiogène. C'est un match de très bonne facture. On n'en demande pas nécessairement plus au gardien danois, mais encore une fois, s'il avait affiché ce niveau de performance toute la saison, et si d'aventure il restait numéro 1 à l'OGC Nice la saison prochaine, c'est ce genre de performance qu'on aimerait le voir faire plus régulièrement. Ouais, en fait, c'est un petit peu comme pour Rosario. Je voulais quand même dire quelques mots sur Schmeichel parce que je l'avais pas mal critiqué ces derniers temps, peut-être à tort, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un joueur que j'avais quand même critiqué. Je trouvais que des fois, il était pas assez décisif. Mais justement, hier, il a quand même fait un super match aussi. En première mi-temps, si on mène au score 3-1, c'est parce qu'il est vraiment présent sur pas mal de frappes de la Lacazette notamment. Il est présent, il y sort bien. Bon, quelques-unes sont sur lui, mais il arrive à bien les sortir et il fait quand même aussi de très beaux arrêts, pas évidents. Donc voilà, c'est une saison mitigée. Il a quand même fait quelques très bons matchs cette année. Je me rappelle de Lorient à l'aller, Lille aussi notamment au retour. Et là, hier soir, il fait quand même aussi un super match. Il a été décisif.
Un peu comme à Montpellier, justement, quand il y avait encore 2-1 pour Montpellier, il fait un très bel arrêt. Donc voilà, comme pour Rosario, je l'ai critiqué pas mal de fois, mais voilà, quand il fait des belles performances, en tout cas, il faut le souligner aussi. Donc très bon match de sa part. Et je voulais juste ajouter une petite chose auquel je viens de penser. J'étais quand même content aussi que Terem Moffi marque pour finir la saison. Je pense que c'est important pour lui de bien finir la saison. Il a fait un très bon match. Et justement, bien finir la saison comme il a fait hier soir, c'est positif pour la préparation estivale et le début de saison prochaine. Et pour la confiance d'un joueur qui est, encore une fois, le plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice. Hein, et il devrait le rester un petit moment vu les nouvelles informations qu'on a sur l'intersaison et le futur du club. On va en parler tout en parlant de forcément Didier Digard. Messieurs, je lisais en même temps que vous me parliez de vos derniers dossiers à ouvrir sur cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais. Nice Matin, hein, qui publie un petit complément aux informations de ce matin sur le départ, en tout cas le changement de poste de Didier Digard. On va en parler ensemble naturellement. Didier Digard, l'aventure, en tout cas son mandat en tant qu'entraîneur principal, ça touche à sa fin. Alors déjà en quelques mots, hein, rapidement, est-ce que pour vous, Didier Digard a réussi son intérim à l'OGC Nice, et est-ce que c'est le bon choix selon vous de passer à autre chose, même si forcément cette autre chose est restant inconnue, c'est difficile, on sait toujours ce qu'on perd et pas ce qu'on gagne. Mais à l'instant T, pour vous, quand vous avez appris la nouvelle ce matin, est-ce que vous vous êtes dit bonne nouvelle, ou est-ce que vous êtes parti sortir les cordes, les bougies et autres instruments de torture? Pour commencer, déjà, je pense qu'il a rempli ouais, il a rempli il a fait le job par rapport à ce qui était attendu au moment de sa nomination. Si à ce moment-là, on nous dit qu'on finit la saison avec une équipe qui a repris confiance, qui nous fait plaisir dans le jeu et qu'on fait un quart de finale, je pense que, ouais, ok, tout le monde, après la défaite au Puy, tout le monde signe. Maintenant, c'est vrai que dans la forme, Digard aurait pu prétendre à mieux, mais son destin est scellé depuis Bâle, à peu près, je pense, et globalement le mois d'avril, parce que il y a cette espèce d'énorme trou d'air au milieu de son mandat, qu'il a malheureusement pas su gérer. Et, et du coup, finalement, nouvelle un peu, je vais pas dire attendue, mais je pense que c'était un 50-50 et bon, on continue sans lui et il sortira sur une prestation plutôt convenable. Mais dommage. Je pense que Digard s'est grillé lui-même et aurait vraiment pu être le coach de l'OGC Nice l'année prochaine. Jérémy, on est passé pas très loin de plein de choses avec Didier Digard, pas très loin d'une demi-finale européenne, pas très loin d'une qualification européenne. On y a cru, hein, aussi pour la prochaine saison. Tout simplement, il a manqué pas grand-chose pour une très belle histoire et l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire commune entre Didier Digard et l'OGC Nice. Ce n'est pas, voilà, pour des tas de raisons que Matt notamment a rappelé, ça ne sera pas le cas. Quel est ton sentiment à ce sujet? Térim de Didier Digard, moi je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites, des mauvais choix, des erreurs des petites erreurs. Après, c'est la première fois qu'il était entraîneur numéro un. Reprendre un effectif comme il a dû le faire, c'était pas facile dans cette situation-là. Je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Voilà, comme l'a dit Matt, en fait, je pense que c'est vraiment l'enchaînement Brest, Bâle, Clermont qui fait mal en fait, parce que c'est à ce moment-là où tu perds quasiment tout, hein. Qualification en possible bataille pour la qualification européenne et tu es éliminé de la Conference League, surtout avec une manière un petit peu dommage. Je pense que c'est ça qui fait que qu'on passe de quelque chose de plutôt réussi à complètement réussi, on va dire. Donc moi je suis quand même plutôt content qu'il ait fait cet intérim là. Ce qui est, on va dire, bien, c'est que on est fixé rapidement et lui aussi est fixé rapidement sur son avenir, on va dire. J'espère que si on a pris cette décision rapide, ça veut dire que l'entraîneur de la saison prochaine va arriver rapidement. Bon, c'est vraiment moi qui ai cet espoir, hein. Je pense que ça va pas être si rapide que ça, mais on verra, hein. Peut-être que les prochains jours me feront mentir. Mais bon, voilà, en tout cas, je trouve que c'était plutôt réussi. Et c'est vrai que c'est en fait ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup réussi contre les grosses équipes de notre championnat et qu'on n'a pas trop réussi contre les plus petites équipes, on va dire. Donc c'est un petit peu mitigé, mais en tout cas en termes de résultats, de stats, je crois qu'on finit quatrième sur son passage, donc c'est quand même très bien.
Donc non, quand même, chapeau pour le travail qu'il a pu accomplir. C'est dommage les petites erreurs, mais qui n'en fait pas, et avec le peu d'expérience en tant qu'entraîneur numéro 1 et dans ce contexte-là, on peut pas lui demander de faire 100% de réussite partout. C'est pas possible. Donc non, en fait, moi, c'est pas pour l'instant ni déçu ni content. Il n'y a pas de raison d'être content, mais j'attends de voir par quel entraîneur on le remplace. En fait, ça va dépendre de ça. Donc on verra dans les prochains jours, j'espère, si un entraîneur est nommé. On verra par qui et ce qu'on veut mettre en place. Donc ça a l'air de bouger, au moins on est fixé sur une première chose, on va dire. Donc voilà, on verra pour le prochain entraîneur pour que je me fasse un avis définitif, on va dire. Le prochain entraîneur, c'est évidemment la question qui est dans toutes les têtes des supporters de l'OGC Nice depuis le coup de sifflet final du match face à Lyon, et on va se l'avouer certainement depuis quelques jours ou quelques semaines déjà. La grosse cote, le nom qui revient le plus souvent, c'est Régis Lebris, l'entraîneur actuel du FC Lorient, qui termine juste derrière l'OGC Nice au classement et qui avait fait un magnifique début de saison avant de se faire piller, notamment par le gym au mercato hivernal avec l'arrivée de Terem Moffi. Régis Lebris, bien sûr, ce n'est pas un nom, un profil qui est très sexy. C'est un jeune entraîneur qui pratique malgré tout un football assez alléchant et offensif. On l'a vu du côté de Lorient, de la façon dont il faisait jouer son club. Bien sûr, quand on dit Ineos, quand on pense aux millions et aux projets qu'on nous vend maintenant depuis 4 ans, on imagine un entraîneur d'un autre standing. Maintenant, aujourd'hui, et c'est ce que nous apprend, enfin c'est ce que rappelle plutôt exactement Nice Matin, Ineos n'a pas non plus les moyens d'inonder non plus ou de convaincre un entraîneur d'un plus gros calibre. Il y a une volonté aussi, dans une certaine mesure, non pas de réduire l'ambition ou de réduire les dépenses de l'OGC Nice, mais peut-être de mettre plus en adéquation avec la réalité financière de l'OGC Nice aujourd'hui. On a lu les rapports des NCG, on aura bientôt le prochain pour cette saison. Il y a quand même plusieurs dizaines de millions de pertes. L'OGC Nice vit au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, la volonté, c'est de repartir sur un projet un peu plus en rapport avec ce que l'OGC Nice gagne comme argent et le standing actuel du club en France et en Europe. Donc, loin d'un désengagement d'Ineos, c'est peut-être un certain retour à la réalité. Le temps où on devait jouer la Ligue des Champions dans les 2-3 ans ou concurrencer le PSG, bon après, ça n'engageait que ceux qui y croyaient naturellement, mais aujourd'hui, la réalité a rattrapé même les ambitions les plus folles d'Ineos, et donc forcément, un entraîneur comme Régis Lebris, il y a également Julien Stéphan qui a souvent été cité ces dernières années. On peut penser aussi à Franck Hayes, même si ça va être compliqué de le déloger d'un RC Lens deuxième qui va jouer la Ligue des Champions. On va peut-être devoir se contenter, j'aime pas le mot déjà parce que j'inclus un certain biais et un jugement, mais on va devoir plutôt aller chercher du côté de ce genre de profil plutôt qu'un entraîneur étranger ou en tout cas plus confirmé, qui va demander un salaire forcément plus élevé, et dans un contexte où la masse salariale du club va devoir impérativement être réduite. Ça concerne non seulement les joueurs, mais ça concerne aussi le titulaire du banc de touche. Voilà, je vais peut-être pas vous demander votre avis précisément sur une liste de noms, mais pour vous, cette nouvelle politique, ce nouveau projet incarné par Florent Ghisolfi, mais également Fabrice Bocquet, est-ce que pour vous, c'est décevant par rapport à ce qui avait été annoncé au moment du rachat et qui a été régulièrement répété d'ailleurs par Ineos ces dernières saisons, ou est-ce qu'au final c'est enfin peut-être un peu de réalisme, un peu de cohérence, un peu de sincérité, et bien que ça ne soit pas sexy, bien que ça ne fasse pas rêver, au moins on se projette dans quelque chose de concret et qui va peut-être enfin permettre à l'OGC Nice de réussir à construire quelque chose de sérieux et de... Le mot, je pense, c'est cohérent. Parce qu'au moins, on attaque un projet avec des hommes taillés pour. Je veux dire, on a tenté d'aller concurrencer le PSG avec Julien Fournier en directeur sportif. Merci pour tout, Monsieur Fournier, mais il a surtout brillé en composant avec très peu de ressources. On repart avec un profil qui a peut-être plus brillé, mais qui est un peu dans le même style. Aller chercher les bons coups, avoir un bon réseau de scouting et monter une équipe cohérente entre guillemets à petit budget. On s'aligne sur les compétences de notre directeur sportif. Moi, je trouve ça cohérent. Quant au choix du coach, très très difficile de se prononcer aujourd'hui. On a vu à peu près tous les noms se défiler dans la presse. Régis Lebris semble tenir la corde après faire partir Digard pour faire venir un entraîneur purement breton qui a réussi dans un contexte breton. Je sais pas si c'est l'homme qu'il nous faut, mais en tout cas on va laisser sa chance à Ghisolfi de mettre en place tout simplement ce qu'il a en tête, et on
On jugera au 1er septembre à la fin du mercato, quand on aura toutes les clés en main. Jérémy, aujourd'hui, on est un peu dans une certaine schizophrénie dans notre communauté de supporters de l'OGC Nice. On a pendant des années, ou en tout cas notamment très récemment, insisté sur le fait qu'on devait avoir un directeur sportif compétent. A priori, on l'a avec Florent Ghisolfi, qu'on devait laisser travailler ce directeur sportif. Aujourd'hui, sa priorité, c'est Florent Ghisolfi. Et aujourd'hui, on dit, on peut le dire, hein, parce que quand je dis on, effectivement, ce n'est pas tout le monde, mais on peut lire que non, le Brice, c'est pas assez sexy, c'est pas assez ambitieux pour l'OGC Nice. On espère qu'Ineos va interférer, puisqu'on sait que ce profil-là ne fait pas notamment trop l'unanimité au sein du board du groupe britannique. Au final, est-ce que nous-mêmes, supporters, on sait réellement ce qu'on veut? Parce qu'on sait que l'OGC Nice souffre depuis notamment au moins un an de cette direction sportive bicéphale ou tricéphale même, entre Dave Braceford, voilà, les volontés de Jim, et puis ce qui se passe en interne au club. Là, qu'on a un directeur sportif qui est installé, nous-mêmes, on discute déjà sa première décision importante. Qu'est-ce que tu en penses au final? Est-ce que nous-mêmes supporters, nous ne sommes pas aussi un peu perplexes et perdus au moment de faire le bilan de ces 4 premières années de mandat Ineos? Moi, mon souhait, il est simple, c'est ce que j'en pense, c'est qu'il faut laisser travailler Florent Ghisolfi, en fait, parce que quel que soit l'entraîneur qui arrivera, bon, on verra justement, pour le cas d'Igard, je parlais du prochain entraîneur, mais je veux qu'on laisse d'abord Florent Ghisolfi travailler, faire ses preuves, en fait, avant toute chose. Il fera ses choix, on verra les résultats. Moi, ce que j'aimerais, on va dire, en tout, c'est on nous a promis dans les années d'avant, justement, oui, on va finir dans le top 3, voire mieux, tout ça. Bon, c'est bien, je préfère qu'on ait ce genre de discours-là plutôt qu'on dise maximum top 10, hein, ça, bien sûr. Après, voilà, je préfère on a eu pas mal d'années où on pensait jouer tout le temps top 3, top 5. Ça n'a pas été forcément le cas. Je préfère qu'on me dise en début de pré-saison, justement un peu là, avant la saison prochaine, qu'on me dise, ben, on aura peut-être un petit peu moins de moyens, mais on va aller chercher quelque chose de cohérent. On va aller chercher par exemple un entraîneur avec un projet de jeu, un entraîneur qui s'entend avec le directeur sportif, et on va aller chercher les joueurs que l'entraîneur veut. Moi, c'est ça que je veux. C'est juste qu'on ait une stabilité, directeur général, directeur sportif, entraîneur, joueur. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser. Pas en allant chercher des noms pour chercher des noms. Ça servira à rien. Bon, on va prendre Lens comme exemple, hein, parce que c'est le meilleur exemple actuellement. Mais justement, ils sont allés chercher ils ont nommé un entraîneur, ils ont fait venir des joueurs pour justement le système de jeu qu'ils voulaient. Et c'est comme disait un peu Rizuke dans son livre, c'est de toute façon, c'est pas que dans le foot, c'est en ayant une cohérence dans une équipe, dans un groupe, dans une entreprise que tu arrives à des résultats. Donc moi, c'est juste ce que je veux, c'est qu'on ait une cohérence entre toutes les parties, joueurs, entraîneurs, direction, qu'on ait tous dans le même sens en fait. On n'est pas forcément des grands noms, mais moi je préfère qu'on mette entre 5 et 10 millions, je sais pas, pour faire venir un joueur de notre championnat de France qui va faire le travail et qui va très bien jouer tout le temps, plutôt que mettre 20 millions sur un jeune espoir qui va peut-être être bon. Voilà, moi je préfère de la cohérence, de la stabilité et des valeurs sûres. Donc de ce que j'entends les derniers temps, ça m'inquiète pas forcément. Je trouve ça même mieux pour l'instant. C'est peut-être qu'on va donner une nouvelle ligne directrice avec plus de cohérence, c'est ce qui est bien. Donc voilà, on va voir dans les prochaines semaines comment ça se passe. Mais voilà, moi, en résumé, j'aimerais bien qu'on laisse Florent Ghisolfi faire ses preuves, faire le travail comme il a pu le faire à Lens. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal chez nous si on le laisse travailler en tout cas. Donc j'espère qu'il pourra bien travailler cet été. Matt, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Pour terminer cette émission, on sait qu'il y a le dossier Manchester United aussi qui parasite un peu la prise de décision du côté de l'OGC Nice. L'absence de décision, pour l'instant en tout cas, à l'heure où on enregistre quant au futur entraîneur du gym, puis pas mal de dossiers sur des joueurs. Est-ce que voilà, Kefren Turam, Jean-Claire Todibo, on pense à eux en premier, vont partir? Est-ce qu'on va faire un mercato à l'économie ou est-ce qu'on va simplement cibler des joueurs plus en rapport avec aujourd'hui la situation de l'OGC Nice, mais malgré tout essayer de faire un maximum de changements? Ça, on le découvrira tout au long de l'été ensemble, et puis on aura l'occasion forcément d'en parler dans nos nombreuses émissions déjà programmées. Mais pour toi, tu disais en début d'émission que rarement tu avais hâte d'être à la saison prochaine. Est-ce que c'est parce que tu as hâte de passer cette période estivale qui fait peur et qui nous a notamment traumatisé l'été dernier, ou est-ce que au contraire, avec ce nouveau souffle,
nouveaux hommes à bord et à la direction, tu es relativement optimiste et puis tu as envie de voir une nouvelle façon de travailler qui a peut-être effacé des façons décevantes, on va dire, qu'on a pu voir ces 3-4 dernières années. C'est plutôt la deuxième. Du coup, effectivement, j'affiche plutôt de la confiance envers Bokeh et Ghisolfi. J'ai l'impression qu'on repart pas sur les mêmes erreurs que l'été dernier. On a mis un temps fou à se dépatouiller du départ de Christophe Galtier, alors qu'à peu près tout le monde savait qu'il allait finir à Paris, mais négociation sur le coût du transfert, revendre le contrat, etc., ça avait traîné. Il me semble que Favre avait commencé le premier entraînement, en n'étant même pas officialisé. Enfin, si on peut éviter de déjà prendre du retard, c'est une bonne chose. Là, les choses ont été tout de suite mises à plat. Voilà, la saison est finie. Merci, merci Monsieur Digard. On passe à la suite. Le mercato pro commence assez vite. Il commence dans une dizaine de jours. Donc qu'on soit prêt jour 1 et qu'on commence à travailler le plus vite possible. Il y a une sorte de silence qui peut en paniquer certains parce qu'on nous avait promis vous allez voir ce que vous allez voir en février. On l'a jamais vu. Et au final, je pense que c'est pas plus mal de se faire discret, d'arrêter de faire monter les attentes autour autour du club, autour d'un énième projet, parce qu'en fait tout le monde en a marre de ces projets que les supporters aient juste à constater ce qui se passe par les actes plus que par des grandes déclarations. Donc oui, hâte de voir un gym fermer sa gueule et travailler, si possible. Comme le disait notre capitaine Dante, bien a raison, et on espère que c'est ce qui va avoir lieu rapidement, hein, puisque voilà, on tire le bilan de cette saison 2022-2023 rapidement, mercredi. On vous rappelle qu'avec notre ami Pancho du Club Pancho, on co-animera notre grand bilan sous forme de libre antenne sur Twitch. Donc bon, consultez nos comptes Twitter, on a déjà fait l'annonce, mais on vous rappellera un peu les modalités un peu de participation. Mais si vous voulez venir parler avec nous entre 21h et une certaine heure avancée de la soirée ou de la nuit en fonction du succès de notre émission, bah, voilà, on parlera de tout ça, on parlera de Didier Digard forcément, on parlera des joueurs, on parlera du mercato. Peut-être que d'ici là, il y aura davantage d'informations sur le successeur de Didier Digard sur le banc. Puis on aura quelques informations aussi à partager avec vous sur la politique interne. Voilà ce que Nice Matin a commencé à dire. Il y a beaucoup de choses à dire en plus, et puis voilà, on a hâte d'en discuter avec vous. Ce sera sur la chaîne Twitch de Sports Content, mais voilà, encore une fois, on publiera ça sur nos comptes Twitter, que ce soit celui de Pancho ou sur celui d'Avantinissa ou sur le mien, hein, naturellement. Vous venez, vous êtes évidemment les bienvenus, et l'idée c'est qu'on passe un bon moment tous ensemble à parler de notre passion commune, l'OGC Nice, bien entendu. Jérémy, Matt, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce dernier débrief, pas la dernière émission. Prochaine, voilà, ce sera cette fameuse libre antenne qui sera naturellement disponible en replay sur notre chaîne YouTube et également sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, tout ça. Ce sera la 75e émission de la semaine. Je vous avoue qu'on a hâte d'être en vacances, même si quelque chose me dit qu'avec l'OGC Nice, les vacances ne seront jamais très très longues. Jérémy, Matt, merci. On se retrouve la saison prochaine. Et d'ici là, Issa Nissa. Merci beaucoup et Issa Nissa. Issa Nissa.